allons accueillir Céline Buch. Voilà. Donc, mais nous accueillons aussi Céline Books. Hein, donc c'est la même personne. Et donc Céline, donc merci Céline d'être venue, d'avoir répondu à notre sollicitation et d'être venue de Suisse. Alors c'est fondamental quand même parce que grâce à l'équipe de Céline, donc la semaine est vraiment internationale. Hein, parce que Nous sommes l'international. Voilà. Donc Céline, tu es docteur en psychologie sociale, tu travailles sur les conflits socio-cognitifs, tu es professeur actuellement à la Haute École pédagogique de Lausanne et donc formatrice d'enseignants et tu travailles beaucoup sur les gestes professionnels. Hein. Tu as co-publié avec Fabrizio Butera alors Fabrizio Butera qui était là l'année dernière et puis Céline Darnon, donc l'évaluation, une menace au PUF en 2011. Et puis tu travailles beaucoup sur l'apprentissage coopératif, hein, c'est pour ça que nous t'avons sollicité, sur l'apprentissage coopératif, en t'intéressant à l'optimisation justement des interactions sociales à l'intérieur des groupes, hein, entre les élèves, ou quand ce sont des groupes d'adultes peut-être, je ne sais pas, non plutôt entre les élèves, si, des groupes d'adultes aussi. Plutôt les élèves, voilà, bien. Et donc tu as publié plusieurs articles sur le sujet, hein, au PUF et au PUG. Donc PUF, Presse universitaire de France, et PUG, Presse universitaire de Grenoble. Voilà. Mais merci beaucoup, et puis à toi pour ta présentation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors c'est marrant parce que moi je ne m'entendais pas du tout. Alors, bonjour à vous toutes, merci effectivement aux organisateurs, merci à vous d'être venus pendant vos vacances. Je découvre les enseignants qui fréquentent Pégase et je suis vraiment émerveillée. Alors en Suisse on dit déçu en bien. La première fois que j'ai entendu ça, je dis c'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire que c'est bien. Donc effectivement j'ai été très surprise de voir l'enthousiasme et les échanges que j'ai pu avoir avec vous. Donc je me réjouis de pouvoir échanger sur cette thématique qui me tient à cœur. Alors en préambule, si, ça. Alors, j'ai fait des choses, mais tant pis pour André, il n'est pas là, donc il ne pourra pas me taper sur les doigts. Effectivement, mes présentations ont tendance à être un peu chargées parce que je me dis que ça, ensuite, vous repartez avec et vous aurez le PowerPoint. Donc, je le fais plus pour l'après que sur le présent. Donc, fermez les yeux s'il y a trop. Pour pas que je vous mette en charge cognitive, je m'excuse déjà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est en référence à la première conférence d'André Tricot sur la charge cognitive. Donc, je fais plein de choses qu'il ne faut pas faire. Donc, peut-être en préambule par rapport à la question de l'hétérogénéité et le fait de s'en saisir, vous avez certainement en tête les recommandations du CNESCO sur la conférence de consensus. Donc, je vous en ai relisté un certain nombre que j'ai en tête lorsque je vais aborder cette thématique-là, et notamment le fait de structurer l'environnement en proposant des repères et des aides. Alors déjà, ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous en disant « bon, la coopération en structure », oui, vous allez voir que dans tout ce que je vais vous dire, finalement, l'enseignant ou l'enseignante, elle va être au cœur de l'apprentissage coopératif, de cette pédagogie coopérative, et on va parler de structuration pendant toute cette présentation. Donc, d'adopter des postures enseignantes variées, on va voir aussi que ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'éléments dans nos répertoires, dans ce qu'on peut proposer aux élèves, varier les situations d'apprentissage, prendre en compte la diversité dans des situations collectives, ça c'est pour moi aussi quelque chose qui est important. La conférence de demain reviendra dessus sur la conception universelle des apprentissages. Donc on est vraiment sur des dynamiques qui sont collectives et faire coopérer efficacement les élèves. On va être au cœur de ce que je vais vous proposer. Donc effectivement, je vous l'ai dit, appui sur la conception universelle des apprentissages, donc s'interroger sur comment on peut essayer de rendre les apprentissages plus accessibles pour l'ensemble des élèves et l'engagement des élèves, ça va être quelque chose qui est particulièrement au cœur de ce que je réfléchis, c'est qu'est-ce que je peux faire pour engager un maximum d'élèves dans les situations que je propose en s'appuyant effectivement sur cette coopération qui va être... Alors j'ai changé d'ordinateur, je pense que je vais avoir un certain nombre de bugs, je vous prie de m'excuser, il manque un bout. Donc, mais si on regarde
les synthèses scientifiques, on voit finalement que la coopération, elle est régulièrement citée pour tout un tas de choses intéressantes, notamment le climat scolaire, le climat de classe, la gestion de classe, l'inclusion. Donc on va le retrouver dans différents éléments. Et ici, effectivement, moi ce que je vais prendre de tout ça, c'est d'aller s'appuyer sur la coopération pour engager socialement. Alors des fois en France, engager socialement, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une rébellion, d'accord, mais les engager dans la dynamique sociale et dans la dynamique cognitive de la classe. Donc c'est ces éléments-là qui permettent de situer que ça ne veut pas dire que c'est la seule manière d'engager les élèves, mais en tout cas, c'est de ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Pour cette présentation, je vais commencer à vous parler de la pédagogie coopérative avec une entrée particulière qui, pour moi, finalement, parce que parfois on me dit « oui, mais tu parles de coopération, de collaboration ». En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions constructives. Elles vont être au centre. Et à partir de ces interactions, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant ou enseignante pour aller préparer les élèves à coopérer et pour organiser les interactions au moment où ils sont en train de travailler. On va voir donc ces différents principes. Par rapport à la question de l'hétérogénéité, j'ai décidé de faire un zoom sur une étude particulière, enfin un dispositif particulier qui s'intéresse, qui saisit l'hétérogénéité, notamment la diversité sociolinguistique des élèves, qui dans nos contextes à Genève était très important. Oui, j'étais à Genève avant. Pardon. Alors le NO, je ne sais plus si c'est la France, Genève ou Lausanne, mais qui était à ce moment-là particulièrement important. Mais on va voir qu'effectivement, il y a certains résultats qui sont très encourageants, mais que c'est très complexe à mettre en œuvre, que seul dans sa classe, ça va être compliqué. Et moi, ça m'amène à réfléchir à des alternatives. Et c'est là-dessus que je terminerai sur une ouverture sur des routines coopératives, c'est-à-dire des mini-structures coopératives. On va garder nos principes de pédagogie coopérative en tête. C'est pour ça qu'on va faire l'effort de les passer en revue, mais on va essayer de réfléchir si on n'a pas des manières plus simples de mettre en place ces interactions qui sont peut-être moins élaborées, moins poussées, mais qui permettent de le faire un peu plus souvent. Et donc, on va aller voir effectivement les principes qu'on a derrière ces mini-structures coopératives, sachant qu'on a deux ateliers. Un premier atelier qui va aller approfondir les questionnements qu'on peut avoir sur les principes de pédagogie coopérative et un deuxième atelier sur les routines coopératives. Donc, ça permet d'aller creuser si vous le souhaitez. Et il y a quelque chose qui vient de s'afficher en haut, c'est que tout du long, effectivement, on va avoir la question de la prise en compte du statut parmi les pairs. Je vais revenir là-dessus sur ce que je veux dire, mais par rapport à la question de l'hétérogénéité, de la diversité, ce statut parmi les pairs, pour moi, il est au centre de la réflexion. Alors peut-être pour commencer, pour s'activer un peu sur cette entrée en matière, je vous propose une situation, je vous propose d'y réfléchir une minute tout seul, toute seule dans votre coin. Imaginez, vous observez, alors si vous êtes en classe, c'est vos élèves que vous observez. Si vous n'êtes pas en classe, vous observez une situation dans laquelle il y a un travail de groupe. Vous remarquez que les élèves qui ont des facilités font beaucoup d'efforts pour expliquer les contenus, ils prennent des exemples, ils se donnent de la peine. Globalement, ils deviennent de très bons enseignants ou de très bonnes enseignantes. Et les élèves qui ont un peu plus de difficultés, vous voyez qu'ils écoutent activement, attentivement, ils posent des questions. Cette situation-là, maintenant que vous y avez réfléchi, je vais vous demander je vais vous demander de voter à 3. Si pour vous c'est une situation qui est positive, pouce en l'air. C'est une situation qui est mitigée, pouce à l'horizontale, oui mais, ou c'est une situation qui vous interroge, plutôt négative, en lien avec les apprentissages, pouce en bas. Mes alternatives sont claires ? 1, 2, 3. Alors, à la louche, on voit qu'il y a les 3 options qui apparaissent. Souvent, je peux avoir un tiers, un tiers, un tiers. Et effectivement, moi, c'est cette situation de départ qui va m'intéresser particulièrement parce qu'on va voir que pour moi, c'est peut-être plus un pouce en bas.
si je suis en termes d'apprentissage. Et pourquoi? Parce que, en fait, alors j'exagère un peu en le disant ça, je le dis un peu de manière provocatrice. Bien sûr qu'on aimerait déjà que minimalement ça se passe comme ça, on est bien d'accord. Mais en termes d'apprentissage, moi ça va venir me questionner parce que ce que j'ai en tête, c'est que ces interactions, le travail de groupe, c'est une manière d'engager les élèves. Et ce qu'on cherche dans cet engagement des élèves, c'est des interactions qui vont venir soutenir les apprentissages. Si on regarde les recherches, ces interactions qui vont venir soutenir les apprentissages, c'est le fait de participer de manière active dans ces interactions, c'est-à-dire de pouvoir faire des résumés pour autrui. On en a déjà parlé lors André Tricot nous en a parlé, le fait de résumer pour quelqu'un d'autre, donc résumer pour autrui, enseigner à d'autres, échanger, co-construire, le fait de s'apporter des explications, de se questionner, le fait de confronter des points de vue, d'argumenter, d'être régulé par les pairs. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Ah bon, d'accord. C'est pas forcément des grosses régulations, mais il y a ces éléments-là, c'est ces interactions-là qui, pour moi, soutiennent les apprentissages. Et donc, dans la situation que je viens de vous décrire, finalement, il y en a qui vont être un peu plus actifs dans ce type d'interaction. Et donc, tout en étant particulièrement convaincus des bénéfices du travail coopératif, je suis aussi très attentive à toutes les questions qui vont aller interroger en disant mais finalement, est-ce que le travail de groupe, le travail coopératif, ça ne renforce pas les écarts entre les élèves? Pour moi, c'est un risque. Si on laisse les élèves s'organiser comme ils veulent, interagir comme ils le souhaitent, il est possible qu'il y en a qui vont se sentir davantage autorisés à prendre la parole, qui vont être davantage sollicités et donc qui vont davantage participer. Et si je prends au sérieux ce que je vous ai montré juste avant, qui risque de davantage apprendre. Donc, ça paraît trivial comme entrée en matière, mais pour moi, en fait, c'est ce qui conditionne l'ensemble des choix que je fais et le fait de me dire que c'est particulièrement important, en tant qu'enseignant ou enseignante, d'aller structurer ce travail de groupe parce que j'ai en tête que si je ne le fais pas, il risque de se produire des choses qui peuvent aller dans une direction que je ne souhaite pas complètement. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Donc, c'est une manière d'engager les élèves par les interactions. C'est un outil intéressant, mais il ne suffit pas, finalement, et vous l'avez tous bien pu le voir, l'expérimenter, il ne suffit pas de mettre les élèves ensemble pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et donc, l'intérêt pour moi d'avoir cette attention aux élèves qui peuvent être plus fragilisés et dans mon cadre théorique, avec les travaux d'Elisabeth Cohen, de Rachel Lotan, ça devient le statut parmi les pairs. Alors je me méfie parce que quand on parle de statut, ça peut activer différentes représentations. Là, le statut parmi les pairs, c'est vraiment comment je suis perçue dans la classe, comment l'élève est perçu dans la classe et notamment le mesure avec indique-moi l'ensemble des élèves avec qui tu es un peu travaillé, beaucoup travaillé, un peu joué, beaucoup joué. Ça peut ressembler à du sociogramme, mais on le fait de manière simplifiée. Donc, ce n'est pas un statut où nous, en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, on vient de l'extérieur en disant cet élève-là, il est fragilisé, mais c'est comment il est perçu dans la classe. Et ce que montrent les travaux de ces chercheuses, c'est que du moment que l'élève il a un statut parmi les pairs, que ça soit parce qu'il est populaire, parce qu'il est bon dans la matière, parce qu'il est bon dans l'activité spécifique, parce qu'il est sympa, parce que c'est un garçon, parce que c'est une fille dans certaines activités, ce statut-là va déterminer des attentes de compétences, même si elles n'ont rien à voir avec la tâche. On va s'attendre à ce que ces personnes-là soient plus compétentes. Donc les élèves s'y attendent, les pairs, l'enseignant. Et donc ce sont des élèves qui vont être davantage sollicités, qui vont se sentir davantage autorisés à participer. Et donc on voit effectivement qu'il va y avoir des différences dans la participation dans les comportements et on renclenche sur ce que je viens de vous dire, dans les apprentissages. Donc pour moi, ce statut parmi les pairs, il est à l'origine quasiment de tout ce que je vais vous dire. Et donc, ça peut renforcer les écarts. Donc, par rapport à ce constat-là, c'est ce qui m'amène à aller, parce qu'en pédagogie coopérative, on a plein d'approches, il n'y a pas une seule approche, d'accord ? En France, vous avez aussi beaucoup de travaux de l'OCCE, de Sylvain Connac, donc qui peuvent être beaucoup plus larges que ce que je vais vous présenter. Moi, je vais axer aujourd'hui spécifiquement sur la structuration,
parce que je prends ce point de vue vis-à-vis de l'hétérogénéité du statut parmi les pairs, et donc de structurer les interactions avec une approche nord-américaine, donc pas parce qu'elle est nord-américaine, mais parce qu'elle décline ces principes qui, pour moi, sont des outils de discussion, d'échange, et des outils qui deviennent des outils d'action dans la classe. Alors, ces fameux principes, si on regarde, je vous le dissocier en deux éléments. Premier élément, je vous ai mis organiser les interactions. On est d'accord que dans la vraie vie d'une classe, tous les principes ils vont être mélangés. Je vous les dissocie pour la présentation et je vous les mets sous cet angle-là aussi parce que les principes qui sont ici, ce sont les principes communs à l'ensemble des dispositifs d'apprentissage coopératif. Quand on vous parle d'apprentissage coopératif, on a ces principes-là et on verra que quand moi je vous parle de pédagogie coopérative, c'est que j'en rajoute quelques-uns. Donc les principes communs, je vais vous dire quelques mots sur chacun. On ne va pas rentrer dans le temps qu'on a dans le détail de l'ensemble, mais je vous dis quelques mots sur chacun. Premier élément, un travail en petite équipe, entre 2 et 5. Alors pour moi, 2 et 5 c'est déjà beaucoup. L'idée, c'est de permettre aux élèves d'avoir des interactions individualisées à l'intérieur des équipes. Donc de pouvoir être en interaction face à face, les uns avec les autres. Maintenant, si vous prenez les livres d'apprentissage coopératif, notamment peut-être vous connaissez les livres de La Chenelière, donc ils sont super, c'est des bouquins pratiques, ils sont en français, donc c'est intéressant. Moi, ce qui va venir me questionner, et dans certaines définitions même de l'apprentissage coopératif, on le retrouve, c'est qu'on va retrouver quasiment une injonction à faire des groupes hétérogènes. Parfois, c'est mettre dans la définition même et à faire des groupes hétérogènes le plus hétérogènes possible. On a des auteurs qui vont vous expliquer tous les critères d'hétérogénéité qu'il faut prendre. C'est intéressant, mais pour moi, c'est une proposition qui est une proposition idéologique. On aimerait que dans l'apprentissage coopératif, tout le monde puisse travailler avec tout le monde et qu'on puisse valoriser la diversité. Si on regarde les travaux de recherche, cette hétérogénéité, ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace pour les apprentissages. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte, mais pour moi, homogène, hétérogène, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on ne prend pas en compte le niveau scolaire des élèves. Ce n'est pas la même chose selon le niveau scolaire des élèves, et en plus, hétérogénéité, homogénéité, sur quels critères? Pourquoi c'est que le critère scolaire? Il y en a plein d'autres. Donc pour moi, c'est simplement dans le peu de temps que j'ai avec vous, de vous dire, finalement, on peut s'affranchir de la prescription de l'hétérogénéité et se sentir libre. C'est vous, enseignants, enseignantes, qui connaissez le mieux vos élèves, qui pouvez savoir, puis en plus, on peut passer beaucoup de temps à réfléchir sur comment on fait les équipes. Il suffit qu'il soit passé quoi que ce soit avant à la récréation, ça vous chamboule toute la dynamique. En Suisse, on dit ça met le chenille, d'accord? On ne sait plus. Vous avez fait vos groupes, il y a 3 absents, on est obligé de refaire et là, on fait une catastrophe sur le moment. Donc finalement, pour moi, ça devient une question assez insoluble. C'est souvent la première question qu'on se pose, mais elle est assez insoluble, en tout cas avec des éléments de recherche. Vos éléments, votre pratique vous permet peut-être d'avoir des propositions, mais la recherche ne va pas forcément nous aider. Donc moi j'aime beaucoup les groupes aléatoires, notamment sur des travaux de groupe qui sont courts, donc on y reviendra peut-être par la suite. Je vous ai juste mis ici, parce que j'y reviendrai, les travaux de Noreen Webb montrent par exemple qu'en mathématiques, donc c'est limité, c'est en mathématiques. Ce qu'elle montre, c'est que l'hétérogénéité très forte, avec des élèves de niveau fort, moyen et faible, n'est pas efficace pour les élèves de niveau moyen. Nos élèves de niveau moyen, dans ces configurations-là, dans ces études, ils sont plus mis de côté, ils interagissent moins que quand ils sont dans des groupes homogènes d'élèves moyens ou quand ils sont dans des groupes hétérogènes restreints, moyens, faible, fort, moyen. Merci. Je me perds moi-même. Je vous le dis juste parce que je vous ferai voir un bout d'étude où on part de ce constat-là et on s'est questionné pour ces élèves de niveau moyen en maths. D'accord? Donc c'est pas que c'est parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est juste que de manière très utilitariste, j'y reviendrai après. Donc finalement, pour moi, dans ma pratique de la coopération, je me dis que si je n'arrive pas à répondre à cette question, tous les autres principes peuvent venir m'aider à structurer
les interactions pour faire en sorte que je n'ai pas à compter sur une formule magique que je ne connais pas. Donc ça, c'est ma proposition. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui est toujours retrouvée, mais en tout cas, c'est comment moi j'arrive à naviguer là-dedans. Deuxième élément, la responsabilisation. Donc effectivement, on a tous en tête parfois que dans des travaux de groupe, le travail, il est fait de manière inéquitable. Il y en a certains qui vont plus s'investir. Il y en a d'autres qui vont moins s'investir. Certains disent oui, c'est des profiteurs, ils ne veulent pas. Oui, est-ce qu'on le laisse faire? Parce qu'il y en a qui pensent aussi que s'ils font tout seuls, ça sera mieux fait. D'accord? Donc il peut pas avoir plein de raisons, mais en tout cas, la question que tout le monde participe et de la réduction des efforts dans les travaux de groupe, elle est particulièrement importante et documentée. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous le traduis en termes de responsabilisation. Le terme anglais, c'est, alors désolé s'il y a des profs d'anglais, individual accountability. C'est pas exactement la responsabilité, on est plus sur rendre des comptes. Je dois rendre des comptes. Moi, je vous le traduis par responsabilisation avec l'idée que, ok, on rend des comptes, mais il y a un processus qui fait qu'on endosse cette responsabilité. Et donc, c'est le processus par lequel on amène les élèves à endosser cette responsabilité. Et on va voir, c'est une responsabilité aussi partagée avec l'enseignant. Donc, je prends quelques libertés sur la traduction. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que chacun fasse de son mieux pour faire sa part de travail, avec des responsabilités. J'y reviendrai par la suite. Souvent, quand on parle de responsabilité dans l'apprentissage coopératif, on va penser à des responsabilités. Vous avez quoi en tête? Hop, je cache ce que j'ai mis. Allez, responsabilités que vous avez déjà vues. Le maître du temps. Celui qui prend des notes, rapporteur, celui qui... Ok. Ah, alors là, on arrive à quelque chose. Donc sur les premiers, en fait, on est sur des responsabilités fonctionnelles. Ça permet de fonctionner. C'est génial et on en a tous besoin. Les élèves, l'enseignant, on a tous besoin que ça fonctionne. Donc même la situation de départ, on en a quand même minimalement tous besoin. C'est mieux que ça se passe comme ça plutôt que ça parte dans tous les sens. D'accord? Donc ces responsabilités fonctionnelles, elles sont très importantes. Par contre, en termes d'apprentissage, moi, ça peut me questionner, est-ce que ça les aide à apprendre? Notamment des fois, quand je vois des petits qui sont... Alors moi, je regarde la montre. Ok, super. Donc oui, on a besoin que ça fonctionne, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut aller aussi introduire comme autre responsabilité, et notamment responsabilité cognitive. Donc là, corriger les fautes, on peut le transformer en responsabilité cognitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des démarches, que vous avez des étapes, c'est des choses qui peuvent être dissociées et ça devient des responsabilités cognitives qu'on va faire tourner. D'accord? Alors, juste, je fais une petite parenthèse ici, parce qu'effectivement, quand on parle de saisir l'hétérogénéité et qu'on l'associe avec des responsabilités, on peut avoir très facilement en tête, on se dit, finalement, voilà, il y a des expertises différentes et chacun va faire les choses qu'il sait le mieux faire. Ouais, c'est bien pour le produit de groupe. Mais attention, on est peut-être en train de confondre quelle est l'activité et quel est l'objectif d'apprentissage. Donc pour moi, cette responsabilité, c'est effectivement pas forcément de mettre chacun là où c'est mieux faire. C'est très bien pour le produit de groupe, mais pour les apprentissages, c'est au contraire donner l'occasion à chacun d'aller faire ce qu'il ne sait pas encore faire. Donc pourquoi pas laisser les élèves choisir au départ, parce qu'ils vont choisir là où ils sont le plus à l'aise. Ça donne un exemple, ça donne un modèle, mais ensuite de faire tourner. D'accord ? Donc responsabilité cognitive, responsabilité sociale aussi. Et je vous ferai voir un exemple tout à l'heure où on a décliné ces 3 types de responsabilités dans une étude pour voir ce que ça donne. Donc s'assurer que chacun fasse de son mieux. Et puis, pour moi, ça passe par que fait l'enseignant ou l'enseignante, le fait que l'enseignant ou l'enseignante va rendre la participation de toutes et de tous possible et nécessaire. Alors ça paraît rien du tout, rendre la participation possible de tous possible. Pour moi là-dedans, il y a tout un monde qui s'ouvre. Comment je fais en sorte que mes élèves puissent faire ce qu'on leur demande de faire? Comment je les outille? Comment je les équipe?
Donc il y a ici vraiment l'idée de pouvoir s'assurer que pour que l'élève puisse jouer sa responsabilité, moi en tant qu'enseignant-enseignante, je l'ai outillé, équipé, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment le faire, il peut le faire. Et rendre nécessaire, si effectivement la tâche peut se dérouler sans qu'il y en ait un qui intervienne, peut-être qu'il n'a pas tort de se priver. D'accord ? Donc vraiment penser à ces éléments-là, rendre les apprentissages individuels visibles. Je rebondis sur tâche de groupe, produit de groupe versus apprentissage. Pour moi, c'est aussi d'être très au clair en tant qu'enseignant-enseignante. Quand je propose un travail de groupe, je suis en train de proposer quoi ? Alors, travail de groupe ou en groupe, on pourrait discuter. Mais ici, c'est de se dire, si je fixe les élèves sur le produit de groupe, c'est rationnel que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire, puisque c'est le produit de groupe qui est évalué. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir me questionner, parce que le temps d'interaction, pour moi, c'est un temps d'apprentissage, c'est une occasion d'échanger, et le produit collectif à faire, c'est une occasion, c'est un prétexte à échanger, mais ce qui m'intéresse en tant qu'enseignante, c'est de savoir ce que chacun a appris, compris de ce travail. Donc, comment je m'assure de ce que chacun a compris et appris. Donc ici, ça nous fait faire un petit pas de côté. C'est effectivement, on voit très souvent, notamment à l'université, les travaux de groupe, c'est quoi ? C'est finalement avoir moins de copies à corriger pour l'enseignant. Ils rendent une copie ensemble. Ok. En termes d'apprentissage, je ne suis pas si sûre que ça soit la meilleure des stratégies. Donc l'enseignant a une responsabilité, les apprenants aussi, faire un maximum d'efforts pour atteindre l'objectif commun, faciliter les efforts des autres, et du coup ça devient une responsabilité qui est une responsabilité partagée entre les élèves et l'enseignant ou l'enseignante. Troisième principe qui est au cœur de la coopération, l'interdépendance. Et notamment, on va essayer d'avoir une interdépendance qui est positive. L'interdépendance positive, c'est le fait qu'on perçoit une relation positive dans l'atteinte des buts ou des objectifs. Vous avez vu que je vous ai mis deux termes. Le terme anglais serait plutôt traduit par but. Moi, j'aime bien le traduire par objectif parce que ça ramène à nos objectifs d'apprentissage. On est toujours sur cette distinction, effectivement. Est-ce que le but, c'est de faire un produit ensemble ou est-ce que l'objectif, c'est d'apprendre ? Donc, je vous mets les deux traductions et j'ai tendance à utiliser plutôt l'interdépendance liée aux objectifs. Donc, c'est de faire percevoir cette relation de complémentarité, le fait que la réussite des uns va favoriser l'apprentissage des uns et des autres. Donc, on perçoit que plus l'un réussit, plus les autres peuvent réussir, plus l'une apprend, plus les autres peuvent apprendre. C'est cette perception de relation positive qui va favoriser cette coopération. Alors, ça paraît simple, mais on va passer un petit instant là-dessus, parce que si ça paraît, c'est au cœur de la coopération, ça paraît simple, mais pour moi, c'est dans l'opérationnalisation, dans la mise en œuvre, quelque chose qui est particulièrement compliqué. Si je reprends les définitions, l'interdépendance, donc qu'elle soit positive ou négative, peu importe, une relation d'interdépendance, c'est le fait que le résultat de chacun, donc ce qu'ils font, ce qui leur arrive, est affecté par les actions des autres. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition ? Et elle est particulièrement importante parce que ce que montrent les recherches, c'est la manière de structurer l'interdépendance qui va déterminer les interactions qui se mettent en place. Et on revient à mon point de départ, ces interactions déterminent les apprentissages. Sauf que cette interdépendance, elle peut être positive, c'est ce qu'on vise dans la coopération. Donc c'est le fait d'avoir un nous, un objectif commun, un but commun, avec la perception de cette relation positive dans l'atteinte des objectifs des buts, mais elle peut être aussi négative. C'est moi d'abord, on a un but similaire, mais je perçois une relation négative dans l'atteinte des buts. Plus il y en a un qui atteint son objectif, son but, moins les autres peuvent l'atteindre. Et on va voir que le curseur, il n'est pas aussi clair que ça. C'est différent de la dépendance. Dépendance, il y a bien ce que fait l'un affecte ce que fait l'autre, mais la réciproque n'est pas vraie. Et c'est différent du travail individuel, où il y a une indépendance, donc peu importe ce que font les uns,
ça n'affecte pas ce que font les autres. Sur le papier, ça paraît simple. On va décortiquer un petit peu ça. Mais avant, je vous pose une question. Imaginez un enseignant, une enseignante qui pose une question en classe entière. On a quelques élèves qui lèvent la main pour répondre. Ils sont interrogés. Les élèves proposent des réponses pertinentes. L'enseignant ou l'enseignante s'appuie sur ces propositions pour poursuivre sa leçon. Combien d'entre vous, c'est quelque chose que vous faites ou que vous voyez au quotidien? OK. Maintenant, je vous laisse cette même question. Je vous laisse réfléchir 1 minute toute seule et tout seul dans votre coin pour vous dire cette situation-là. Est-ce que c'est plutôt une situation qui représente de l'interdépendance positive, de l'indépendance ou de l'interdépendance négative? Je vous laisse un petit instant pour réfléchir, après je vous laisserai le temps de parler entre vous. Pour l'instant, vous réfléchissez juste. Vous êtes fait une petite idée? Ok, alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'échanger 2 minutes avec votre voisin ou votre voisine. Donc, regardez à droite, à gauche, devant, derrière pour trouver un voisin, une voisine. 2 minutes où vous allez échanger. Ça veut dire qu'1 minute, la personne de droite va expliquer ce que ça représente pour elle. Et ensuite, 1 minute, la personne de gauche explique ce que ça représente pour elle. Vous êtes prêts? Go! Ah oui, attends, j'ai oublié un truc. C'est la deuxième fois. Non, j'ai oublié un truc. Bon, vous l'auriez compris, comme vous êtes super au taquet, vous l'auriez compris. Mais vous avez vu que j'ai mis une petite main. Attendez, j'ai oublié une consigne. J'ai fait une boulette. Pourtant, je me suis mis la main pour y penser. Quand on fait ça en classe, ou quand je fais ça en amphi, ou quand je fais ça ici, là, maintenant, tout de suite, présentement, si je veux récupérer la parole au bout de 2 minutes, je vais faire quoi? Je vais être obligée de crier ou d'attendre. Donc, il y a une petite chose que j'aime bien, moi, c'est voir comment j'arrive à gérer ces allers-retours. Alors, dans les formations de pédagogie coopérative que j'ai suivies, c'est très simple. Le formateur, la formatrice lève la main et tout le monde doit instantanément lever la main en s'arrêtant de parler. Et on dit « Ah, vous reprendrez vos discussions après ». C'est faux, on ne les reprend jamais. Pour l'avoir vécu, moi, je l'ai trouvé super frustrant. On est en train de parler, on est en train d'écouter, on s'arrête et hop, on passe à autre chose. Et un jour, j'ai vu Jim Wooden, qui animait sa formation, qui a fait le même principe, il annonce le temps, puis il dit bah, « je vais lever la main », mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez. Ça veut dire que je vous dis gentiment qu'on arrive au bout du temps, mais je vous laisse terminer votre phrase, et au fur et à mesure, je vais baisser les doigts, qui sont à géométrie variable, selon comment ça réagit. Mais quand j'ai mon petit doigt qui clignote, s'il vous plaît, vous terminez gentiment votre phrase, et on repart tous ensemble. Moi, personnellement, tant que je n'ai pas eu ce petit signal pour gérer les allers-retours, en amphi, c'était jamais de la vie, parce que j'ai perdu mon amphi, je ne le récupère jamais. Dans une classe, ça peut être pratique ou pas, ou ça peut être d'autres signaux, peu importe, mais pour moi, à partir du moment où on va venir sur les mini-structures à la fin, ben là, vous êtes un peu en train de vivre une mini-structure, mais je ne vous l'ai encore pas dit. Donc, si on veut gérer ces allers-retours de manière rapide, il faut arriver à trouver un truc où on est confortable pour pouvoir les gérer. Donc, 1 minute personne de droite, 1 minute personne de gauche. Quand je commence à passer et que j'ai mes doigts qui baissent, je vous demande gentiment de terminer votre phrase. Et quand j'ai mon petit doigt qui clignote, on repart tous ensemble. Go!
Merci à vous d'avoir joué le jeu. Alors après, il faut être bien latéralisé, parce que je me dis, bah, ils ne commencent pas du bon côté. Oui, c'est leur droite à eux, pas ta droite à toi. Ok, bon, merci. Non, alors, vous avez vu, moi, juste de faire ça, ça me permet aussi de voir quand ça change. Si vous commencez comme vous voulez, je ne sais pas où vous en êtes. Si vous dites droite-gauche, alors nous on propose, les élèves y disposent, donc vous tout pareil, mais ça me permet de voir si ça a changé. Et d'un coup je dis, pourquoi ils partent tous du même? Ah oui, bon. Alors, maintenant que vous avez discuté, je vous propose finalement de me dire, à 3, vous allez voter. Est-ce que c'est cette situation de l'interdépendance positive, de l'indépendance ou de l'interdépendance négative? 1, 2, 3. Alors, j'ai quelques pouces en l'air. J'ai des pouces à l'horizontaux et des pouces en bas. Ok. Alors, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné. À peu près. Mais c'est pour ça que je vous fais réfléchir à ça. Et quand je suis... Alors déjà, quand je suis passée, je me suis dit, j'aurais dû laisser 3 minutes. 1 minute déjà pour se présenter. Donc quand je suis passée, j'ai entendu des gens qui se présentaient. Je me dis, c'est génial. Effectivement, avant de discuter, on dit d'où on vient. Ok, d'où on parle. Parfait. Donc j'aurais dû le faire moi-même. J'ai un peu zappé. Et après, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient « Oui, mais ça dépend pour une partie et effectivement, ça va dépendre et ça va dépendre du point de vue. » Donc, c'est pour ça que je vous ai posé la question juste avant, combien d'entre vous, vous le faites? Parce que, autrement, quand je vous pose la question, dites de toute façon, il y a un piège, j'ai quasiment personne qui lève le pouce en l'air. Alors que, bien sûr, on le fait régulièrement, tous. Moi, je l'ai fait tout à l'heure avec les responsabilités. D'accord? Donc on le fait tous, et bien sûr que si on le fait, c'est qu'on a en tête que c'est de l'interdépendance positive, autrement je ne sais pas pourquoi on le fait. Donc on a en tête qu'on est en train de poser une question, ça leur fait une pause, ok, ça c'est bien, André l'a dit, c'est bien. Et puis, certains vont, ça les active, ils réfléchissent, certains vont proposer, les élèves vont parler dans des termes qui sont peut-être plus proches que les autres élèves, donc on a en tête que ça va les aider et aider toute la classe, tous les élèves à mieux comprendre, et du coup on s'appuie dessus pour repartir. Ok, donc oui, c'est pensé comme une situation du point de vue de l'enseignant, comme une situation d'interdépendance positive. Maintenant dans les faits. Alors moi je m'amuse à le faire dans mes cours avec mes étudiants. Je vois des étudiants et des étudiantes qui disent des choses magnifiques. Quasiment personne, voire personne, ne prend en note ce qui est dit. Alors je répète mot pour mot exactement la même chose, et là je les vois, ils prennent les notes, je vous ai eu. Parce que pour moi c'est une belle illustration d'indépendance. Cause toujours toi élève, étudiant, j'attends que la prof, elle valide, et là je mettrai mon cerveau en route. Donc effectivement, il se peut que cette situation-là, pour un certain nombre d'élèves, c'est vécu comme de l'indépendance. Moi, j'attends ensuite que le prof, l'enseignant, l'enseignante dise quelque chose, et à ce moment-là, je vais me mettre en route. Et il se peut aussi que pour un certain nombre, c'est de l'interdépendance négative. Plus il y en a un ou une qui est rapide pour dire un truc pertinent, plus l'enseignante va s'appuyer dessus, moins moi j'ai la chance de pouvoir aussi me mettre en avant. Donc, ça peut venir effectivement questionner. C'est pour ça que cette chose qui a l'air aussi simple que ça, en disant bien sûr on met en place de l'interdépendance positive, c'est pas si simple. Et nous, ce qu'on fait n'est pas forcément perçu de la même manière par les élèves. Et en plus, on va passer en revue très très rapidement dans le temps qu'on a quelques éléments qui soulignent que cette interdépendance, elle peut être super compliquée à mettre en œuvre dans ces dimensions. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui? Donc, si on regarde les dimensions, effectivement, l'interdépendance positive, au niveau des objectifs, des buts, elle est indispensable. Ça, c'est un incontournable. Vous pouvez jouer sur toutes les autres dimensions. Si celle-là, elle n'est pas perçue par les élèves, il y a peu de chances qu'ils coopèrent. Ensuite, on passe en revue un peu rapidement. L'interdépendance positive des récompenses, c'est en débat. Est-ce que je donne la même évaluation pour tout le monde? Comment je les rends interdépendants dans le retour qu'ils ont?
Ok, on pourrait venir discuter là-dessus. Certains disent que c'est important pour engager la coopération, d'autres disent attention, ça entraîne des dérives et notamment ça devient de la coopération instrumentale. On coopère parce que c'est notre propre bénéfice et alors s'il y en a un qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut, attention, c'est de l'interdépendance négative, hein. C'est à cause de toi qu'on n'y arrive pas. Donc pour moi, c'est une dimension vraiment à réfléchir qui peut être questionnée. L'interdépendance positive au niveau des ressources, des informations. J'y passe un petit peu plus de temps parce que c'est quelque chose qui est assez connu par les enseignants, qui est beaucoup discuté dans la littérature, notamment le fait, effectivement, peut-être vous connaissez la méthode puzzle, Jigsaw, ou peut-être que vous le faites sans savoir que c'est de nom. On a des groupes d'experts, chacun est expert d'un élément, et ensuite ils travaillent en groupe d'experts pour être sûr qu'ils le comprennent bien, et ensuite ils se répartissent dans d'autres groupes où chacun enseigne. Ok, ça parle. Donc c'est génial quand on voit ce qui se passe en tant qu'enseignant-enseignante, on se dit waouh! Parce que ça va être super efficace pour créer de l'interdépendance. Je suis réellement dépendant les uns des autres, donc ce qu'on voit, c'est de l'investissement, de la coopération, ok. Et c'est facile à comprendre, donc on se dit tiens super, j'ai quelque chose qui a été testé, je peux le mettre en place. Maintenant, si on regarde les résultats de recherche, oui, on voit des effets particulièrement intéressants sur les interactions, sur le développement des compétences sociales. Par contre, en termes d'apprentissage, pour moi, c'est un des dispositifs sur lequel j'ai le plus de doutes. Alors, quand je veux être un peu provoque, ce que je dis, c'est finalement, on est un peu en train de déléguer de l'enseignement frontal à des élèves qui ne connaissent ni les contenus et qui n'ont pas de formation pédagogique. Donc finalement, si c'est pour faire ça, peut-être qu'on le fait mieux nous en tant qu'enseignants. Bon, ça c'est quand je suis en colère. Mais donc oui, c'est intéressant, mais ici on est en train de jouer sur de la dépendance informationnelle. C'est-à-dire que j'ai besoin des apports informationnels de l'autre. Si l'autre, malgré tous les efforts, malgré toute sa bonne volonté, il ou elle n'arrive pas à m'expliquer, eh bien moi je ne peux pas apprendre. Donc, je suis pénalisée. Donc, je suis dans une situation d'interdépendance négative parce qu'il me manque quelque chose. Donc oui, ces dispositifs sont super intéressants, mais alors à ce moment, il faut se creuser la tête sur tous les filets qu'on doit mettre pour s'assurer que les élèves sont... Rendre possible la participation de tous, oui, c'était la responsabilité individuelle. C'est pour être sûr que mes élèves, ils peuvent faire ce que je leur demande, je les ai outillés, ils savent lire un texte, comprendre un texte, résumer un texte. Donc, vous voyez l'ensemble des filets qu'il faut mettre. D'accord ? Filet, je ne suis pas sûre que ce soit un terme théorique, mais vous le comprenez ? Ok, merci. Donc, des précautions, effectivement, pour... Oh, c'était joli, ça. Sur les apprentissages. Et du coup, pas si simple sur l'interdépendance des ressources. Alors, est-ce que, finalement, du côté de l'interdépendance des responsabilités, on peut avoir quelque chose qui est intéressant ? Ici, je vous fais voir un exemple, c'est juste aussi, ça permet d'illustrer différents types de responsabilités. C'est une étude qui a été faite fin de primaire, CM2, en France. On a un sur les fractions, parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de primaire, la notion des fractions, elle reste encore super difficile pour un ensemble d'élèves. Donc, on est intervenu de manière externe avec une expérimentatrice qui propose un pré-test individuel pour voir où en sont les élèves, qui fait une leçon. On ne va pas rentrer dans le détail, mais dans cette leçon, il y a 3 éléments plus mathématiques qui sont mis en avant, le fait d'expliquer différents raisonnements, d'utiliser du vocabulaire spécifique et de comprendre l'équivalence des écritures. D'accord ? On n'a pas besoin de rentrer dans le détail, mais juste de retenir ces 3 éléments-là. Ensuite, une semaine après, il y a un exercice qui est proposé en trio, en maths, avec des groupes fortement hétérogènes, forts, moyens, faibles. On se souvient que nos élèves de niveau moyen, ils ont tendance à être mis de côté dans cette configuration-là. La question qu'on se posait, c'est est-ce que finalement la structuration des responsabilités, ça leur permet de mieux réussir dans cette situation-là. Et en termes de responsabilité, on s'est
quand je vous parlais de responsabilité cognitive, on n'a pas besoin de les créer, de les inventer. Elles sont dans l'activité, dans la tâche que vous leur demandez. En termes de responsabilité cognitive, on leur dit, alors pour faire ces exercices, il y a 3 choses, vous vous souvenez, 3 choses importantes à faire, d'accord ? Expliquer son raisonnement, communiquer avec le vocabulaire adapté, vérifier l'équivalence des écritures. Donc, on leur remettait ces éléments-là. Consigne coopérative, s'assurer que tous les membres du groupe comprennent, s'assurer que tout le monde soit d'accord. Ici, on est plus sur des responsabilités qui sont sociales et responsabilités fonctionnelles, écrire la réponse commune sur la feuille. Pour tous les trios, on leur donnait ces éléments-là, mais de 2 manières différentes. Soit on leur donnait l'ensemble des 6 choses à faire, mais ils s'organisaient comme ils voulaient. D'accord. Soit on leur donnait ces 6 choses à faire, mais en disant qui fait quoi quand. Qui fait quoi quand, c'est-à-dire que pour le premier exercice, l'élève A, il est responsable du raisonnement, de la compréhension, l'élève B de l'équivalence et de l'accord, l'élève C du vocabulaire et de la réponse. Et ensuite, l'exercice d'après, ça tourne. Donc, c'est très peu la différence. Savoir, est-ce que ça change quelque chose ? On leur a demandé un exercice individuel ensuite pour tester la compréhension et un post-test. Ici, je vous montre que l'exercice de compréhension. On a la même chose sur le post-test, l'évolution. Donc, vous avez les élèves de niveau faible, moyen et fort. Ce qu'on observe, c'est que pour nos élèves de niveau faible, finalement, qu'ils aient travaillé dans une situation fortement ou faiblement structurée, ça ne change rien. C'est déjà important pour nous, on avait un tout petit peu peur de les mettre en surcharge cognitive. Donc, ok, c'est pareil. Pour nos élèves de niveau fort, quand je vous mets NS, c'est que c'est non significatif, donc même s'il y a une petite différence, elle n'est pas significative. Pour nos élèves de niveau fort, finalement, on est aussi sur quelque chose qui est similaire. D'accord. Aussi, on avait peur de leur voler la vedette, qui se désinvestissent. Donc non. Par contre, pour nos élèves de niveau moyen, ceux qui, dans cette configuration-là, ont tendance à être mis de côté, on voit que la répartition qui fait quoi quand, on avait le comment parce que c'était des petits chevalets où il y avait les rôles, et de l'autre côté, ils avaient les éléments de la leçon qui leur permettaient, et des bouts de phrases qui leur permettaient de jouer leur rôle. Donc on les outille aussi. Donc ici, effectivement, on voit que cette structuration des responsabilités, elle peut être intéressante, et notamment quand on joue sur différentes responsabilités. Rapidement, pour terminer sur ces principes-là, parce que le temps file, je ne vais pas détailler ce tableau, mais quand on regarde les recherches, on voit que l'apprentissage coopératif, lorsqu'on met en place ces différents principes, on a des bénéfices sur la réussite scolaire, la motivation, les relations interpersonnelles, l'ajustement psychologique. Donc, un outil qui est intéressant, mais pas toujours efficace, avec des bénéfices, même dans les méta-analyses où on vous dit on a une taille d'effet, donc il y a un changement important, oui, mais pas tout le temps. D'accord ? Ce n'est pas automatique, donc ça vaut vraiment le coup d'aller se poser la question. Ce n'est pas que dans nos classes où ça ne fonctionne pas toujours. D'accord ? C'est compliqué. Et pour moi, dans c'est compliqué, on a aussi toute la question de, dans nos sociétés, on a des élèves qui ne sont pas forcément préparés à coopérer. On est dans une société individualiste, voire compétitive, et nos élèves, ils ne savent pas comment le faire, et donc ça va être particulièrement important de réfléchir à ces éléments-là lors des travaux en équipe. Donc je vous dis quelques mots sur chacun, rapidement, mais juste pour pointer leur importance. Travailler sur les habiletés coopératives, il ne suffit pas de dire de coopérer pour qu'ils sachent comment le faire. L'idée, c'est de se dire qu'on va, en tant qu'enseignante, notre job, c'est aussi d'expliciter concrètement comment on peut travailler ensemble. Donc, on détermine l'activité, la tâche qu'ils ont à faire. On se pose la question, est-ce qu'il y a une habileté coopérative ? En fonction de ce que je connais de mes élèves, je les ai vus interagir, en fonction de la spécificité de la tâche, est-ce qu'il y a une habileté coopérative qui pourrait être importante, nécessaire, pertinente ? Et donc, je vais aller travailler cette habileté coopérative de manière explicite. Et je vais vous prendre un exemple, volontairement avec des grands à l'université, parce que autrement, mes enseignants du secondaire me disent « Ouais, non, mais ça, c'est bien pour les petits. » Nous, on a des choses importantes à faire, on n'a pas le temps. Ok, donc je vais vous faire voir un petit exemple. À l'université,
en statistique avec des étudiants de psycho. Donc les étudiants de psycho en stat, ils ont juste peur, ils sont effrayés, ils ne sont pas du tout bien. On va dire même elles ne sont pas du tout bien, elles sont majoritairement féminines. Donc, on a un enseignant qui nous a laissé carte blanche sur un séminaire, donc l'équivalent d'un TD. On est arrivé, on s'est dit hop, 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 rendre possible la participation de tous. On n'est pas sûr qu'ils étaient tous là au cours, on n'est pas tous sûrs qu'ils l'aient en tête. Il faut qu'ils récupèrent. On leur a donné, on avait fait un petit résumé du cours validé par le prof de stat. Ils avaient un petit moment où ils révisaient le contenu. Ensuite, ils faisaient des exercices dans 3 conditions différentes et ils nous disaient ce qu'ils en pensaient et on mesurait les apprentissages. Ils ont travaillé soit de manière individuelle, soit de manière coopérative avec nos 3 principes qu'on vient de voir avant, d'accord, de l'interdépendance, de la responsabilisation des petites équipes. On pourrait rentrer dans le détail, mais vous l'aurez, vous pouvez le lire si vous voulez. Mais dans la 3e condition, on a fait juste une toute petite chose de plus. On a ajouté 10 petites minutes où on a demandé à l'enseignant, c'est pas fait pour que vous lisiez, d'accord, vous l'aurez, on a demandé à l'enseignant 3 habiletés coopératives qui pourraient être importantes à mettre en place pour travailler cette activité-là. Il nous a dit expliquer la manière de procéder, s'assurer de comprendre, suggérer d'autres manières. Dans une vraie vie de classe, on le travaillerait avec les élèves, on discuterait, on reprendrait leurs propres mots. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour? Là, on a standardisé. C'est nous qui avons dit, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut faire, et on l'a posé sur la table pendant qu'ils travaillaient. Ça nous a pris 10 minutes. 10 minutes. Ici, c'est le sentiment d'efficacité en statistique. On se rappelle que nos étudiants, ils sont en stats, ils ne se sentent pas super bons. Chaque élément coopératif ajouté permet d'augmenter le sentiment d'efficacité en stats. D'accord ? On est sur les apprentissages. De nouveau, chaque élément coopératif contribue à l'augmentation des performances sur le post-test. Donc, ce qui veut dire que ces 10 petites minutes, peut-être qu'elles peuvent être intéressantes. Et en plus, nos étudiants nous ont rapporté une meilleure qualité des interactions, moins d'enjeux de comparaison sociale lorsqu'il y a eu ces 10 petites minutes que quand on ne les a pas eues. Donc, même avec des grands, ça peut être intéressant. Réflexion critique. L'idée, c'est, nous, on n'est arrivé que sur une seule séance, vous les avez sur du long terme. Donc, à chaque fois, ça peut être un galop d'essai, je les fais travailler ensemble et on va réfléchir sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qu'on peut améliorer. Donc, en tant qu'enseignante, vous donnez des retours, vous observez, vous donnez des retours, vous amenez les élèves à réfléchir sur leur fonctionnement, ce qui a été utile, ce qui peut être amélioré. Donc, ça renvoie bien sûr à tous les processus métacognitifs, on est d'accord. Vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Ok, alors quand vous vous direz ça, vous essaierez juste de repenser à cette petite étude. Elle est super vieille, mais moi je l'aime bien. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait travailler des élèves fin de primaire pendant 25 semaines. Toute la semaine, ils travaillaient le contenu dans le cours de sciences sociales. Et le vendredi, il y avait... ils faisaient des exercices dans 3 conditions différentes. De manière individuelle, avec de l'apprentissage coopératif, mais les 5 petites dernières minutes étaient consacrées à rassembler le matériel organisé pour la prochaine fois, versus, 3e condition, les 5 petites dernières minutes étaient consacrées à analyser les difficultés, réfléchir aux aspects positifs et décider ce qu'on allait conserver pour la prochaine fois. 5 minutes, c'est pas énorme. Et ici, je vous montre ce qu'ils ont retenu après ces 25 semaines, 3 semaines après ces 25 semaines d'études, ce qu'ils ont retenu de l'ensemble des contenus travaillés. Lorsqu'ils ont travaillé de manière individuelle, j'aime beaucoup cette étude parce qu'en termes d'hétérogénéité, elle montre les niveaux, la performance en fonction du niveau initial. Donc là, rien de surprenant, les forts réussissent mieux que les moyens, que les faibles. Avec de l'apprentissage coopératif, tout le monde progresse, mais on commence à réduire les écarts. Et avec de l'apprentissage coopératif et 5 petites dernières minutes sur analyser les difficultés, réfléchir à comment on travaille, tout le monde, de nouveau, chaque élément coopératif permet de progresser davantage. Et ici, on a en plus une réduction des écarts dans ces différentes conditions. Donc peut-être que 5 minutes, ça vaut le coup. Voilà, vous y penserez juste la prochaine fois.
Sur le climat de classe, j'avoue que je ne vais rien en dire parce qu'autrement je vais carrément déborder, déjà que je suis en train de déborder. On aurait beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'est effectivement que l'enseignante crée des occasions pour pouvoir que les élèves osent s'exprimer en faisant attention à la qualité des relations, à ses postures et pas simplement au moment des travaux de groupe, tout le temps. Qu'est-ce que je dis de l'erreur? Qu'est-ce que je dis de ce que j'attends des buts de maîtrise? Qu'est-ce que j'introduis comme climat d'apprentissage dans ma classe? Comment je prends en compte les besoins, les buts, les motivations des élèves, les valeurs dans la classe? Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui? Ok. Et là, je vais faire un tri dans ce qui vient après. Ici, ça nous permet de dire, ok, on a un outil intéressant qui peut être un peu compliqué, on y reviendra par la suite, c'est ce qui va me permettre de terminer sur les mini-structures. Avant ça, je voulais, alors j'ai été peut-être un petit peu ambitieuse, on va voir si ça passe. Mais par rapport à la question de l'hétérogénéité et de s'en saisir, je voulais vous montrer une petite étude, non, pas du tout. Une usine à gaz que nous avons mis en place à Genève, mais qui permet effectivement de se dire comment on a été interpellé par l'hétérogénéité et notamment par la diversité linguistique, parce qu'on a été interpellé par un établissement et des enseignantes qui disaient dans ma classe, j'ai les élèves du foyer de requérants d'asile, j'ai les enfants de fonctionnaires internationaux, et j'ai tout ça qui doit fonctionner en même temps dans la classe, sachant qu'à Genève, il n'y a pas de ségrégation scolaire. Il y a une mixité énorme dans les classes. Je me disais, comment je fais pour créer de la cohésion? C'était une bonne question. Par rapport à ça, moi j'arrive avec mes cadres théoriques sur la pédagogie coopérative, sur le statut parmi les pairs, en disant oui, ils ont des statuts différents où il va falloir faire attention comment on le prend en compte. Et j'arrive avec, pour moi, un truc qui a été toujours compliqué, c'est que finalement, minimalement pour coopérer, il faut pouvoir rentrer en interaction. Donc moi, ma limite où je ne peux plus aller, c'est quand l'interaction, elle n'est pas possible. Je ne sais pas comment fonctionner avec ces principes-là. Et notamment, la diversité linguistique, qu'est-ce qu'on fait quand les élèves maîtrisent peu la langue? C'est une difficulté et on s'en est saisi. C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce que ça ne peut pas devenir une ressource pour aller créer, finalement, ce que proposent Cohen et Lotan, dont je vous ai parlé tout au départ. Ils disent, pour traiter les questions de statut, ce qu'il faut, c'est des activités qui requièrent des habiletés multiples, c'est-à-dire un ensemble d'habiletés importantes qu'aucun des élèves ne maîtrise en totalité, mais chacun en maîtrise au moins une. Et pouvoir attribuer de la compétence aux élèves de faible statut. Et moi, mes enseignants, quand je leur dis ça, ils me disent c'est super, mais alors avec nos programmes, nos manuels, en fait, quand on est bon en maths, en français, c'est déjà quand même plus facile. Donc du coup, on s'est dit, est-ce que cette question de diversité, ça peut pas être aussi, de diversité linguistique, ça peut pas devenir une force? Et là, dans ces contextes-là, c'était la question qu'on nous posait. Et du coup, on est allé s'interroger sur un projet qui nous a pris longtemps, qui a été soutenu par l'Office fédéral de la culture, où pendant 5 ans, on a collaboré avec des enseignantes et des enseignants pour créer un dispositif, pour aller avoir un dispositif qui repose sur des activités coopératives plurilingues pour essayer de favoriser l'intégration de l'ensemble des élèves de la classe dans ces contextes-là. Donc, je vais vous présenter un seul, alors on en a élaboré pour plusieurs degrés, on a été plus ou moins bon, on a fait plein de bêtises au départ, c'est pour ça qu'il nous a fallu 5 ans, parce qu'on a appris au fur et à mesure. Et je vous présente un dispositif sur lequel on a eu plusieurs itérations, donc on a pu l'améliorer à chaque fois. Merci les enseignantes et les enseignants pour les retours. Et qu'on a pu tester ensuite. Donc on a commencé à créer notre dispositif. Ici, on avait sur une classe. Ensuite, on a proposé ce dispositif. Alors la première fois, on l'a construit avec l'enseignante. Ensuite, on l'a proposé à une nouvelle enseignante.
c'est bien, mais alors c'est compliqué, moi votre livret pédagogique, j'ai un peu de la peine à m'y retrouver, j'ai besoin d'autre chose. Donc on l'a ensuite, pardon, je vais y aller dans ce sens-là, on avait notre dossier pédagogique, elle nous a dit c'est beaucoup trop compliqué, donc on a créé des vidéos pour présenter l'ensemble des activités, montrer comment ça se mettait en œuvre, filmer la première enseignante, et ensuite on l'a proposé à 4 enseignants dans un nouvel établissement qui ne connaissaient pas pour voir si ils arrivaient à s'approprier le dispositif à partir de ça. Et on a pu, du coup, grâce à une recherche soutenue par le Fonds national de la recherche suisse, aller tester l'impact de ce dispositif au bout de la 5e année. Je ne rentre pas dans le détail, mais au départ, nous, on avait construit des activités coopératives plurilingues. Et les enseignantes, les premières années, disent « Alors oui, mais c'est bien, mais c'est un peu compliqué du jour au lendemain, tout ça qui arrive. » Donc, au fur et à mesure, on s'est dit on a besoin, pour que les élèves, les enseignantes s'y retrouvent, de commencer en douceur, et donc d'avoir une première étape où on est plus sur de l'ouverture aux autres, avec des activités coopératives dans différentes disciplines, au fur et à mesure des activités. Ensuite, une ouverture à la diversité linguistique en utilisant des moyens didactiques qui existent dans le canton de Genève mais qui ne sont pas utilisés. Donc, ouverture à la diversité linguistique, discuter des différentes langues. Et ensuite, on a pu introduire nos activités coopératives plurilingues. C'est pour ça que je vous dis que c'était assez compliqué, sachant qu'on s'est retrouvés sur nos 4 classes avec un certain nombre de langues. Donc trouver les traducteurs, parce qu'on est parti sur une lecture suivie, et donc tout le texte était traduit dans les différents dialectes, langues. On s'est aperçu qu'en fait, documenter déjà les langues que les élèves parlent, on n'avait pas tout à fait idée de ce que ça veut dire. On est arrivé plein de bonne volonté, on s'est dit non, on a fait des bêtises. Donc d'arriver avec vraiment travailler la diversité linguistique de cette classe-là, avec un ensemble d'activités qui à chaque fois utilisent cette diversité-là pour travailler les différentes langues par rapport au français. Donc on restait introduit dans nos objectifs de français. Donc voilà, sur une vingtaine d'activités qu'on a déclinées au fur et à mesure du second semestre. Je vous montre rapidement sur la deuxième itération, donc on avait pris quelques mesures. On voit effectivement que là, on avait tous nos dispositifs ensemble, donc sans intervention, donc sans le dispositif, avec le dispositif, on voit effectivement que ça a permis en tout cas de... Alors je vais dire, non, ça ne permet pas d'augmenter l'appartenance à la classe, mais par contre ça permet de prévenir la baisse dans le sentiment d'appartenance à la classe. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a rien fait, dans la même école, les classes qui n'avaient pas, il y a une réduction du sentiment d'appartenance à la classe et on a une réduction du besoin, de la satisfaction du besoin d'affiliation lorsqu'on n'a pas le dispositif. Donc notre dispositif, cette première année, il a permis de limiter cette baisse-là. On avait 4 élèves allophones qui venaient débarquer dans la classe, qui venaient du foyer de requérants d'asile. On voit que par contre, alors c'est du descriptif, là, on est d'accord à 4, mais ça nous a permis de voir que ces élèves-là, ils se sentaient quand même mieux lorsqu'ils étaient dans la classe avec le dispositif. Et ensuite, la dernière année, on a essayé de le tester de manière plus importante avec 4 classes dans lesquelles les enseignants étaient formés à la pédagogie coopérative, ils faisaient un boulot formidable, mais on n'a pas introduit le dispositif, et 4 classes dans lesquelles les enseignants étaient formés à la pédagogie coopérative et on leur proposait le dispositif tel que je viens de vous le montrer en 3 étapes. On a mesuré le statut parmi les pairs, donc avec qui tu aimes un peu beaucoup jouer, avec qui tu aimes un peu beaucoup travailler, ça nous donne un indicateur, et on l'a regardé avant et après, donc en début d'année et en fin d'année. Des choses qu'on avait déjà obtenues dans les autres études, mais on n'avait pas de groupe contrôle, c'est qu'avec le dispositif, le statut parmi les pairs des élèves augmente en fin d'année. Vous allez me dire, oui, ils ont passé un an ensemble, c'est normal. Pas tant. Parce que
sans le dispositif, on s'aperçoit que le fait d'être ensemble, ça ne fait pas tout. Le statut parmi les pairs, dans les classes contrôle, en rouge, il diminue. Donc finalement, à obtenir cette augmentation, c'est pas rien. Après, regardez pas les chiffres si vous voulez, je vous le dis juste. Ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il y a une relation entre le statut initial et la progression des élèves dans leur statut. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans nos classes projets, avec le dispositif, il y a une augmentation globale du statut, mais on a une relation, alors attention, je vous dis négative, mais après je vous dis ce que ça veut dire, une relation négative entre le statut initial et l'évolution. Ça veut dire que ce sont les élèves qui avaient initialement un statut plus bas qui ont davantage progressé. Donc, c'est des choses qui, pour nous, sont assez intéressantes, alors que dans la classe contrôle, ça diminue, mais ça diminue, il n'y a pas de relation avec le statut initial. L'autre chose qu'on s'est amusé à faire, amusé, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'autre chose que nous avons faite, c'est que nous avions, en début et en fin d'année, une activité en trio qu'on ne structurait pas. On les laissait libres d'interagir comme ils le souhaitaient. Et c'était une activité qu'on a filmée pendant 10 minutes. Toutes les 10 secondes, on codait ce que chaque élève à l'intérieur du trio faisait. On l'a codé avec derrière en disant est-ce qu'il y a un impact du statut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des interventions qui sont différenciées en fonction du statut qu'on peut avoir. On a codé est-ce que ce sont des interactions où les élèves sont exclus. Est-ce qu'ils interviennent, mais de manière très discrète, ils suivent, ils sont plutôt en retrait? Est-ce qu'ils interviennent en étant actifs ou est-ce qu'ils interviennent en étant « je prends tout, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais et c'est moi qui décide ce que les autres font ». Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer les résultats. Je vous le dis, vous ne regardez pas les chiffres, je vous le dis en mots. Pardon ? On prend ? Ok. Mais je voudrais qu'il y ait un temps de discussion aussi. Donc, ici, pré-test. Donc, on n'est encore pas intervenu. On voulait voir. Cohen et Lotan nous disent les problèmes de statut, ça fait que les élèves qui ont un faible statut participent moins, sont mis plus en retrait. Les élèves qui ont plus de statut prennent plus le pouvoir. On regarde, alors nos corrélations ne sont pas très fortes, mais elles existent. Avant qu'on intervienne, on a bien des relations négatives entre le statut et des interactions qui sont plus de l'ordre du retrait, c'est-à-dire que nos élèves de plus faible statut, initialement, ce sont ceux qui sont davantage exclus, ce sont ceux qui participent davantage de manière plus passive. Le reste, on ne voit pas de relation, mais donc déjà, on voit que ceux qui, initialement avec un statut plus faible, sont plus à la marge des interactions. Ici, je vous fais voir la relation entre, au post-test, en fin d'année, le statut et la participation. Quelle est la relation en fin d'année? Dans nos classes contrôle, on retrouve globalement ce qu'on avait initialement, ça n'a pas changé. Nos élèves de plus faible statut sont ceux qui ont le statut le plus faible en fin d'année, sont de nouveau ceux qui sont davantage exclus et participent de manière plus passive. Uniquement dans les classes contrôle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le dispositif, avec l'intervention, on n'a plus de relation entre le statut et la participation. Ce statut-là ne prédit plus le type de participation. Et le dernier élément, c'est on a regardé le statut qu'ils avaient initialement au pré-test. Est-ce que ça continue à déterminer des choses qui se passent en fin d'année? Donc statut pré-test, participation post-test. On retrouve le même type de pattern, mais en plus, on voit une chose, c'est que ceux qui avaient initialement un statut plus fort en début d'année, ce sont eux qui continuent en fin d'année à être leaders, à décider, à travailler de manière exclusive, à répartir, à décider pour les autres. De nouveau, dans les classes contrôle, lorsque on a mis en place le dispositif, on s'aperçoit effectivement qu'on n'a pas cette relation-là. Donc,
Ça peut paraître trivial, mais pour moi, c'était particulièrement intéressant de se dire qu'on enlève un peu de ce déterminisme qu'on retrouve sur le fait que le statut va déterminer le type de participation, et donc c'est quelque chose qui peut devenir plus équitable dans ce contexte-là, très diversifié. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Donc du coup, pour moi, c'était... Ah, je vous l'ai mis en mots, ça c'est pour quand vous regarderez chez vous. Donc, si je fais le bilan là-dessus, on est sur un dispositif qui a été particulièrement apprécié par les familles, par les élèves, par les familles, avec des résultats positifs. Je vous l'ai remis, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a davantage, ils vont choisir davantage de personnes, les statuts progressent, on a moins de problèmes de statut dans la participation, on a une augmentation du sentiment d'appartenance, satisfaction du besoin d'affiliation, mais sans une équipe de recherche à disposition, c'est super compliqué. Donc les enseignants, ils nous ont dit, ok, c'est super, mais là quand même, ça prend du temps. C'est déjà documenter la réalité linguistique des élèves, quel dialecte, trouver les bons traducteurs, savoir c'est quoi parler une langue. On a mis des élèves en défaut les premières années, on n'a pas été bon là-dessus. L'élève, il nous a dit qu'il parlait la langue, on lui a dit vas-y, go. Ah ben non, en fait non. Donc c'est se dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider? C'est quoi sa réalité linguistique? Donc c'est intéressant, mais c'est compliqué. Et donc là, si tout va bien, j'ai masqué tout le reste. Non, je vous en masque. Je passe un tout petit peu pour qu'on ait le temps de discussion. On peut revenir ici, j'avais prévu de vous parler de certains éléments, de certaines résistances idéologiques qui peuvent se mettre en place par rapport à ces dispositifs, mais je vais sauter cette partie-là pour arriver sur la dernière partie. Voilà. Hop, parfait. J'adore quand on peut faire ça. Donc, on a un ensemble de principes qui peuvent être intéressants. On voit que quand on les met en place, ça peut changer des dynamiques de classe. Et pour nous, en plus, juste toute petite chose sur la dernière étude, le fait d'avoir davantage de statut, de participer davantage, pour des élèves qui maîtrisent peu la langue d'enseignement, c'est particulièrement important pour nous parce que plus ils vont participer, plus ils vont apprendre la langue et ça fait boule de neige. Donc, c'est un levier potentiellement intéressant avec des résultats, des pratiques, je vous ai passé cette partie-là, mais des pratiques qui sont valorisées dans le discours des enseignants, à la fois pour la qualité des relations, pour la qualité des apprentissages, mais avec des défis particulièrement importants, des apprenants qui basculent facilement sur un mode compétitif. Le moins de petites grains de sable, même avec des consignes coopératives, ils peuvent revenir sur de la comparaison et repasser sur un mode compétitif. Une planification qui est exigeante pour les enseignants, planification en amont, mais aussi gestion en séance, c'est compliqué, c'est exigeant. Une mise en œuvre complexe, y compris après une formation. Des tensions, ça c'est la partie que je vous ai sautée, des tensions pratiques avec des freins perçus sur le terrain, des résistances idéologiques dans une société où on a plein de valeurs qui vont activer l'individualisme, la réussite, le pouvoir. Dès qu'on active ça, les valeurs personnelles des enseignants ne s'expriment plus en pratique coopérative, ça coupe le lien. Donc on a des choses qui sont importantes, qui sont résistantes, ce qui permet de comprendre. Parce que moi, c'est aussi ma grosse interrogation après avoir formé pendant des années les enseignants à l'ensemble de ces principes-là, de me dire, c'est frustrant parce que quand on va en classe, on n'observe pas tant de pratiques coopératives dans les classes. Donc, à quoi ça sert de continuer à les former un outil qui est trop complexe pour que ça puisse être mis en place? D'où, excusez-moi, j'ai la voix qui est en train de flancher. Donc, d'où la question, et dans les 10 dernières minutes, c'est ce que je vais vous introduire, la question pour nous de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là. Si on regarde la littérature, on a des pistes, et puis André Tricot a amorcé quelques éléments là, la dernière fois. On voit effectivement qu'en faisant des petits changements, peut-être qu'on a des éléments intéressants. Ici, je vais vous parler
je vais commencer par des mini-activités interactives et après on va basculer aux mini-structures coopératives. Mini-activités interactives, on va le retrouver dans la littérature sous Active Learning. Globalement, c'est, ok, je fais un cours magistral, en tout cas c'est l'enseignant qui donne son cours, mais André nous a parlé la dernière fois de « je fais des pauses ». Qu'est-ce que ça fait? Là, je fais des pauses, mais je les mets en interaction. Donc, un élément spécifique en lien avec le contenu lors d'une leçon, à discuter en petite équipe. On regarde, ici, on a des étudiants en éducation. 5 cours de 45 minutes. En noir, l'enseignant fait son cours. En bleu, l'enseignant fait son cours, mais il s'interrompt 3 fois 2 minutes et il dit « Vérifiez votre prise de notes avec votre voisin ou votre voisine ». Ça ne paye pas de mine. Ça ne paye pas de mine. En bleu, on voit que le nombre de faits correctement rappelés à la fin de chaque cours est plus important. Le pourcentage de réussite à un QCM 10 jours après le dernier cours est plus important. Donc, ça ne paye pas de mine, mais ça peut être efficace. Ici, on a globalement la même chose avec des étudiants en médecine et je vous ai mis celle-là parce qu'on a posé la question à ces étudiants en médecine, ce qu'ils en pensaient. On voit ici qu'il y en a plus de 80% qui disent que ça les a aidés à mémoriser les contenus, ça a aidé la compréhension, ça a facilité les interactions et ça donne des opportunités de réfléchir au contenu. Ok, donc ce n'est pas inintéressant. Maintenant, moi, avec ce que je viens de vous dire, avec l'ensemble de mes principes que j'ai en tête, il y a un petit truc qui me chagrine là-dedans, c'est que si je donne 2 minutes, je ne sais pas trop ce qui se passe. 2 minutes, peut-être que c'est une personne qui prend ces 2 minutes, pour elle ou pour lui, et qui explique sa prise de notes, et l'autre, il dit rien, d'accord? Ou elle dit rien. Donc, finalement, quand on regarde les travaux de Spencer Kagan, il propose des choses qui sont très proches, et je m'en inspire beaucoup dans ce que je vais vous proposer, c'est de se dire, si ces coupures interactives, elles sont pertinentes, mais qu'on a en tête nos principes de pédagogie coopérative, on peut peut-être faire quelque chose, ça se tente. Donc, des moments d'interaction réguliers dans la leçon, un engagement de tous les, on garde en tête qu'on veut engager tous les élèves, que nous, on va être là et être soutenants dans cette visée inclusive, donc un élément spécifique, on garde nos principes d'interdépendance positive, de responsabilisation individuelle, on va aussi se dire des interactions simultanées. Bon, c'est quoi ce truc? Les interactions simultanées, tout à l'heure, quand je vous ai posé une question, si vous répondez, combien de personnes parlent en même temps? Une, si tout va bien. En question-réponse en collectif, on a une personne qui parle en même temps. Interaction simultanée, c'est comment, dans le même temps, je mets tout le monde en interaction. Ce que vous avez fait sur la deuxième partie, 1 minute, en 2 minutes, tout le monde a parlé. D'accord? Et tout le monde, en 1 minute, on avait la moitié qui parlait ensemble, qui était en interaction simultanée. Avec une participation égale, donc c'est pareil, c'est toujours nous dans ce qu'on propose en termes de consignes. Les élèves, on espère qu'ils suivent nos consignes, mais dans nos consignes, on va aller spécifier des éléments pour s'assurer que ça soit plus facile pour chaque personne de prendre la parole. 1 minute, personne de droite, 1 minute, la personne de gauche. Ça ne paye pas de mine, n'empêche que c'est plus facile pour chacun de prendre la parole. Et on a discuté lors de ces dernières journées de l'importance de se créer des occasions pour observer, pour écouter, pour savoir où en sont les élèves. Pour moi, en fait, on est d'accord qu'on ne va pas être dans des temps très courts, comme vous avez fait. Ça ne permet pas un réel apprentissage. Mais j'allais dire que ce n'est pas ce que je vise avec ces mini-structures. Avec ces mini-structures coopératives, je vise l'engagement, qui soit actif, que ça les active, mais surtout de m'offrir des temps où moi je peux circuler, écouter, être à disposition, questionner. Il y a les élèves qui ne vont pas oser poser des questions, quand on passe à proximité, ils vont la poser. On peut donner des informations, mais ensuite on rebondit sur « Ah, c'est génial, merci, on m'a posé ça comme question, c'est intéressant, je vais y revenir parce que ça peut être utile pour tout le monde. » Wow. Donc là, on est en train de dire que les difficultés des uns, c'est au service de toute la classe. On est en train de traiter le statut de l'erreur. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Ce n'est pas magique, mais ça nous offre des occasions pour pouvoir
être à proximité, disponible, prendre des informations, valoriser les apports et apporter des régulations sur le moment, mais aussi en collectif, voire réguler son enseignement en fonction de ce qu'on entend. Parce que moi, pour avoir donné des fois 10 années d'affilée un cours de méthodo expérimental, et ben, au bout de 10 ans, je continuais à entendre des choses en passant comme ça, en disant « Ah oui, je viens de comprendre, si vous avez ça en tête, je comprends que ça soit difficile, merci ». Et donc, voilà, à chaque fois, on redécouvre des choses sur ce que proposent nos élèves. Alors, pour le schématiser, l'idée, et il y a le rappel du code couleur à côté, effectivement, je vais avoir ces moments d'interaction, mais je me pose la question, effectivement, qu'est-ce que je peux faire pour que mes élèves soient confortables, en sécurité? Comment je les prépare? André Tricot nous a parlé de certains éléments pour alléger la charge cognitive. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient prêts, qu'ils aient récupéré en mémoire les informations dont ils ont besoin avant de les mettre en interaction? Et là, quand je les mets en interaction, je vais expliciter l'objectif, bien sûr, autrement ça ne sert pas à grand-chose. Et on a vu la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'ils comprennent de l'objectif versus de la tâche à faire. Et puis, je vais préciser qui fait quoi, quand, parfois comment. Pendant ce temps, je peux apporter des régulations, je circule, j'écoute, je prends des informations, je donne des retours. Et ensuite, je décide comment je clôture l'activité. Donc là, on pourrait en parler longtemps, mais effectivement, c'est si systématiquement, quand vous faites discuter les élèves ensemble, ensuite, vous reprenez la main, puis vous reformalisez tout, certains pourraient se dire, je vais attendre de mettre mon cerveau en route à la fin. Donc, comment je fais lors de ces retours pour responsabiliser et valoriser les apports de tous les élèves? D'accord? Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, donc vous voyez qu'en gris, on a notre enseignant et notre enseignante, il est partout, il est tout du long. Et finalement, je me dis que, après avoir longtemps mis ça de côté, les travaux de Kagan, en me disant non, c'est pas assez élaboré, ça va pas au bout du bout, je me dis que finalement, c'est peut-être un petit pas de côté qui permet de rentrer dedans, de commencer à travailler le climat, d'introduire des conditions qui permettent peut-être après de faire des choses un peu plus compliquées, mais que ça peut être une entrée. Et on en arrive à se dire, je suis en train de faire ma leçon, je leur propose d'être en interaction et je me pose juste quelques petites questions. Souvent je dis en formation, c'est le code couleur qui est important. Ça ne veut pas dire grand-chose, donc je l'ai transformé en question. Je me pose la question, qu'est-ce que j'anticipe, qu'est-ce que je fais pour que ça soit facile pour chaque élève de s'engager, pour que chacun participe, qu'est-ce que je fais pour observer, prendre des informations et comment je termine l'activité. Donc finalement, c'est des choses que je peux anticiper, que je peux mettre aussi sur le moment quand je vois que ça patauge un peu. Et donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. 2 minutes encore et après, on a le moment d'échange. Juste pour aller regarder, sur le site de Kagan, on trouve un certain nombre de choses. Le problème, c'est qu'il y a peu de choses publiées parce que c'est aussi compliqué d'aller documenter les effets de manière rigoureuse. Mais ici, c'est des évaluations standardisées en « Oh, je ne vous ai pas remis en français ». Enfin, en France, pardon. C'est en Suisse, ça. Donc, fin de primaire, début du secondaire, d'accord. Évaluation standardisée en lecture. Avant de mettre en place à l'échelle de l'établissement les mini-structures, en noir, et en bleu, après avoir mis en place les mini-structures, sur les évaluations standardisées. Alors on est d'accord, attention, ça ne fait pas tout. Si cet établissement a mis en place une formation sur les mini-structures, c'est qu'il y a eu tout un ensemble de choses. C'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'évaluer rigoureusement l'impact de ces mini-structures. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'après je vais vous faire une invitation. Je fais du teasing. Donc, évaluation standardisée en maths. Ok, on retrouve des choses. C'est pas magique. Parfois, ça donne pas grand-chose, d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et ici, des mesures qui touchent plus les comportements problématiques avec les données administratives, le nombre d'incidents qui ont été répertoriés en termes d'insultes, de retard, donc une baisse assez rapide
au fur et à mesure de l'introduction des mini-structures de la semaine 1 à la semaine 6, avec des éléments qui pourraient faire penser que ça modifie les choses en termes de comportement de manière durable. Si on voit à l'échelle de 2 années, de 3 années, on a une baisse des problèmes de discipline, une augmentation des comportements positifs, avec, dans les discours des enseignants, moins d'élèves qui sont isolés, peu choisis comme partenaires de travail, davantage de compétences sociales, y compris pour des élèves qui avaient des difficultés de comportement, et moins de temps rapporté en termes de gestion de comportement disciplinaire. Donc c'est des choses, on va le passer, des choses qui sont intéressantes, par contre qui pour moi reste encore à documenter, et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement avec les enseignants qu'on suit, c'est de se donner les moyens d'aller tester l'impact de ces mini-structures dans nos contextes. Avec, effectivement, on essaye de former les enseignants donc, au principe de pédagogie coopérative et ensuite avec des ateliers qui proposent un travail concret sur la mise en place de mini-structures. Donc, c'est original comme affichage. Donc, on a élaboré au fur et à mesure, en se basant sur des propositions qui existent dans la littérature, mais souvent pas en français. Donc, on a élaboré un livret générique, un support pédagogique générique avec différents exemples de mini-structures, mais sans contenu. Parce que nous, on n'arrive pas à créer du contenu de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire dans toutes les disciplines, on ne sait pas faire. Donc, on a des propositions de format générique de mise en interaction et on travaille avec les enseignants pour que dans leur matière, dans leur quotidien, ils puissent voir comment ils peuvent se les approprier, les détourner, les déformer, les adapter. Et on a un projet pédagogique qui voudrait effectivement documenter ces mini-structures-là. Est-ce qu'elles sont utiles? Lesquelles? Comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en faites? Donc d'aller essayer de voir les mises en œuvre, d'accompagner les enseignants avec des partages de pratiques, des outils aussi pour mutualiser ce qu'ils mettent en place. Et avec pour, au bout de 5 ans peut-être, on doit être abonné aux 5 ans globalement, au bout de quelques années, non peut-être avant pour la thèse d'Émilie Charlotte, ça serait cool, excuse-moi. Donc Émilie Charlotte Monnier, qui fait sa thèse, qui va attaquer sa thèse là-dessus, qui débute, avec un projet de recherche pour documenter l'impact de ces mini-structures, effectivement, sur l'évolution du climat de classe, sur la gestion de classe, sur les apprentissages. Mais effectivement, voilà, c'est en cours de réflexion. Je vous remercie. Yay.